Donc aujourd'hui, 1 heure pour parler des incontournables d'un recrutement efficace. Je suis donc Cécile Popeschi, consultante en relations entreprises, aujourd'hui en Île-de-France et particulièrement pour l'Essonne et le sud du 77. C'est pour ça que j'ai été contactée pour animer aujourd'hui. Vous avez mes coordonnées sur la slide. Et puis, voilà, faut pas hésiter, en tout cas, si vous avez besoin. Pardon. Alors, très brièvement, parce que je suis sûre que vous connaissez sur le bout des doigts ce que l'APEC fait, mais pour mes mots, donc on a, nous, l'APEC, Association pour l'emploi des cadres, 3 missions d'intérêt général. On a à cœur d'accompagner l'évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés à partir du bac+3 à travers le CEP. C'est certainement un acronyme qui vous parle. Conseil en évolution professionnelle. On a également à cœur d'aider à la réussite des recrutements cadres, en particulier pour les TPE et les PME. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, dans le cadre de l'animation de webinaires, web ateliers collectifs. Et puis d'éclairer aussi, y compris de manière prospective, tout l'écosystème de l'emploi, en local, en proximité et de manière aussi nationale, on est le premier observatoire de l'emploi cadre et du marché cadre. Et vous avez toutes nos études sur apec.fr. Et notamment les perspectives d'emploi, des focus sur le télétravail, la reprise après une longue période d'inactivité, etc., etc. Donc rendez-vous sur apec.fr pour avoir l'ensemble de ces éléments. Alors, Cécile, je te coupe 2 petites secondes parce qu'apparemment, certaines personnes ne voient pas les slides. Je voulais savoir si tout le monde voyait les slides défiler. Est-ce que là, Oui, Oui, apparemment. je le c'est vois. bon. Une partie. Là, je suis sur la slide qui s'appelle une offre multicanal. Oui, tout le monde, apparemment, Ouais. Pour les moi, slides. c'est Laurent, bon. je vois un pouce aussi levé. Bon, Ok, je continue. c'est parti. Il y a peut-être un petit décalage. À travers ces 3 missions d'intérêt général, on a une offre qui est multicanal, de manière individuelle, collective, en ligne. Donc, vous voyez, l'année dernière, on a accompagné presque 200 000 personnes en 2024, plus de 24 000 entreprises également l'année dernière. On est un réseau de consultants, donc à travers toute la France, y compris les DOM-TOM, plus de 1200 aujourd'hui. On est très connu via notre site apec.fr et notamment les offres d'emploi parce que vous-même, vous diffusez des offres et les candidats viennent chercher des opportunités sur apec.fr. Et puis également, le fait de pouvoir, côté candidat, avoir un profil sur la CVTech et mettre un CV en ligne et vous, recruteurs, aller chercher des profils et des compétences de manière prospective sur la CVTech. Et l'Observatoire de l'emploi et du marché des cadres, je ne reviens pas dessus, on en a parlé juste avant, j'en ai parlé juste avant. Alors, la thématique aujourd'hui, comment je l'ai découpée en 3 parties. Ça va être plutôt dense, d'où l'intérêt, si vous avez besoin d'approfondir des points, c'est de revenir vers moi ultérieurement et de manière individuelle et personnalisée. En partie 1, on va faire un point sur le contexte et les enjeux du recrutement en 2025. On verra ensuite comment les attentes des candidats ont évolué ces dernières années. On fera un focus léger mais important sur l'intelligence artificielle dans les processus RH. En partie 2, on rentrera dans le process à travers la promesse et la marque employeur. On fera un tour sur la fiche de poste qui est le début et le lancement d'un recrutement. Évidemment, qui dit recrutement dit offre d'emploi et un focus important sur les éléments de non-discrimination. Je suis sûre que vous les avez en tête, on les rebalayera rapidement. En partie 3, on fera un focus ensuite sur le sourcing, particulièrement avec les difficultés de recrutement qu'on a pour beaucoup de postes aujourd'hui. Il faut avoir une autre démarche complémentaire à la diffusion d'une annonce, donc cette posture de sourcing. On fera un focus également sur le recrutement par les soft skills, soit en totalité, soit en partie, Et puis l'importance du parcours d'intégration, puisqu'une fois qu'on a trouvé le bon candidat, qu'il a accepté les conditions, eh bien, il a à cœur d'être bien accueilli et d'être accompagné dans sa prise de fonction. Et donc, un focus était important à faire là-dessus. Allez, on y va doucement mais sûrement. Partie 1.
Eh bien, l'état des lieux des recrutements en 2024, c'est quoi? C'est la création nette de près de 70 000 postes de cadres, hein, y compris à la fois les recrutements, les promotions et les sorties, les départs. D'accord? C'est vraiment là la création nette. Donc, c'est un chiffre qui s'est maintenu l'année dernière. En revanche, il y a toujours des difficultés de recrutement toujours palpables. Je vous ai entouré 2 éléments qui sont clés pour bien prendre en considération tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. C'est notamment 7 grandes entreprises sur 10 rencontrent des difficultés pour recruter des cadres. Et si on fait un focus sur les TPE-PME, c'est presque 6 entreprises sur 10 qui ont rencontré des difficultés à recruter des cadres l'année dernière. C'est les mêmes chiffres que de 2023. Et puis, quelque chose qui est important et qu'il faut avoir en considération pour essayer de le réduire autant que faire se peut en tant que recruteur, c'est cette durée moyenne d'un recrutement cadre. En moyenne, 12 semaines en 2023 et je crois qu'on est monté à 13 semaines en 2024. C'est long. Alors, évidemment, ça s'explique avec les difficultés que l'on rencontre dans le processus de recrutement pour trouver les bons candidats. En revanche, parfois, il y a quelque chose à faire pour peut-être coupler des entretiens et éviter que ça s'allonge. Parce qu'il y a toujours du fait de difficultés de recrutement, du fait du candidat, mais il y a aussi le rôle à jouer, nous, en tant que RH, pour essayer de réduire et de condenser le plus rapidement possible, puisqu'une personne qui est sur le marché du travail l'est pour d'autres entreprises, certainement vos concurrents. Et donc, pour être réactif, on essaie de travailler là-dessus. Si on continue sur l'état des lieux, eh bien les difficultés de recrutement, elles sont multifactorielles et je suis sûre que vous avez rencontré au moins une situation, sinon plusieurs, que l'on va citer. On va s'attarder sur les 3 premiers du classement. En 1, pour 8 recrutements sur 10, faible nombre de candidatures reçues. Ensuite, le deuxième point de difficulté, c'est quoi? La deuxième difficulté, c'est le décalage entre les candidatures que vous avez reçues et les critères non négociables du profil que vous recherchez. Voilà, il y a un décalage, il y a un gap. Ça, c'est 7 recrutements sur 10. Et puis, alors là, on a une petite différence. Donc, 6 recrutements, un peu plus de 6 recrutements sur 10 pour les TPE-PME et puis 7 recrutements sur 10 pour les grandes entreprises, c'est la concurrence. La concurrence avec d'autres employeurs. C'est vrai qu'ici en Île-de-France, on a plus de personnes de candidats possiblement, mais on a une concurrence accrue, plus qu'on peut avoir en province. Et donc, c'est pour ça qu'on fera un focus un petit peu plus tard sur la promesse à la marque employeur, c'est quels sont vos atouts pour vous différencier aujourd'hui et éviter un faible nombre de candidatures, un décalage et de contrecarrer la concurrence que vous pouvez avoir avec vos concurrents. Un autre point important à aborder, ce sont les attentes des candidats qui bougent encore plus depuis la crise sanitaire de 2020 et qui sont de moins en moins négociables. D'accord? Pareil, un focus sur les 3 sur le podium. La rémunération proposée. La rémunération proposée, c'est le nerf de la guerre. Alors, mince, j'ai passé la slide. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est en pole position, la rémunération. Le package, j'ai envie de dire, pas que la rémunération brute annuelle, c'est le package que vous allez proposer, les composantes que vous allez mettre dedans qui peuvent faire la différence. Autre attente, c'est l'intérêt des missions. Et là, l'intérêt qu'on va voir tout à l'heure de bien travailler son offre d'emploi, c'est au-delà de citer les missions, on va dire, générales du poste que vous avez à pourvoir, c'est de les mettre en condition, dans le contexte, pour expliquer l'objectif de telle mission, pour que le candidat puisse se projeter mieux et plus rapidement. D'accord? Et puis, en 3e place, sur le podium, on a les conditions de travail, tout ce qu'on peut mettre derrière la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, pardon.
Et donc là, c'est aussi des atouts que vous pouvez avoir, des atouts différenciants, donc d'où l'important de bien travailler sa promesse et son expérience collaborateur in fine. Ça, c'était pour l'état des lieux. Je vous bombarde pas trop de chiffres, hein, mais il me semblait important quand même de vous mettre en lumière ceci pour poser le contexte. Alors, avant de parler d'efficacité, il faut bien se rappeler tous ensemble la structure d'un process de recrutement. Ce sera la clé, hein, la clé globale de la réussite de vos recrutements. Donc, il y a 7 étapes généralement. En premier, c'est vraiment l'identification du besoin. Et on n'est pas tout seul quand on est RH. On n'est pas tout seul à identifier le besoin. Ce n'est pas juste un manager qui vous envoie un mail en disant j'ai besoin de recruter un chef de projet MOA pour dans 3 semaines. Non, c'est vraiment de prendre le temps de bien identifier. On va le voir un petit peu plus tard. Je fais pas mal de teasing depuis tout à l'heure, mais pas d'inquiétude, on va rentrer dans le détail. En étape 2, on a la définition évidemment et la création de la fiche de poste, puis la rédaction et la publication de l'offre avec le choix qui va de pair, le choix des canaux de diffusion, la sélection en étape 4 des candidats, donc le fameux tri, la préqualification téléphonique à minima, les entretiens d'embauche qui vont suivre, la prise de décision. Une fois qu'on a la shortlist, on a challengé les candidats, on fait le choix, et puis la préparation de l'onboarding. L'onboarding commence dans le process de recrutement, avant que la personne arrive. OK? Voilà. Alors, on avait vu aussi sur le sommaire l'importance de prendre en considération cet outil aujourd'hui qui peut faire peur, ces outils liés à l'intelligence artificielle. Donc, au moins de s'intéresser au sujet pour nos métiers RH, dans nos processus RH, puisque dans quelques années, si on ne s'en empare pas, si on ne s'en intéresse pas aujourd'hui, malheureusement, on sera dépassé et on passera à côté de candidats, à compter de process efficaces pour tous nos métiers. D'accord? L'IA ne nous remplacera jamais en tant que RH, pas d'inquiétude. OK? Alors là, je vous ai mis sur cette slide-là les usages les plus courants à droite et puis quelques détails à gauche. Je vais faire un focus sur ce qui est dit à droite. Comment on utilise aujourd'hui l'IA? Eh bien, c'est pour créer du contenu, très clairement, de la rédaction de textes, de la création d'images pour des notes de service, etc., etc. On va aussi l'utiliser pour créer des trames d'entretien RH, des grilles d'entretien pour rendre notre décision la plus objective et sans biais possible. Le fait de créer des fiches de poste, des offres d'emploi, tout ou partie pour le coup. Ça peut être juste une partie, c'est pas possiblement l'entièreté. D'accord? En tout cas, ça peut nous donner des idées. On peut l'utiliser pour concevoir des contenus de formation interne, par exemple, des comptes rendus de réunion. Vous mettez vos notes que vous avez tapées par mots-clés sur un format Word, par exemple, et l'IA peut vous établir le compte rendu. C'est ce que fait par exemple mon responsable à chaque réunion de service. Voilà, il gagne un temps certain, en tout cas. Synthèse d'entretien RH, analyse de questionnaire RH, d'entretien, la gestion des formations aussi. Création de scénarios d'entraînement adaptés pour la formation, si c'est concerné, et aussi très très lié au recrutement, le sourcing et le tri de CV. Aujourd'hui, alors certes, pour certains postes, s'il y a 10 CV, on n'a pas forcément besoin de l'IA, c'est pour ça que ça reste qu'un assistant, mais si pour un autre poste, on a 150 candidatures, ça peut être intéressant de le tester à ce moment-là. Voilà. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous pouvez utiliser la réaction, peut-être un pouce pour me dire si vous utilisez l'IA aujourd'hui, dans n'importe quel contexte, pour le coup, mais professionnel? Un pouce levé si vous l'utilisez. C'est pour se rendre un petit peu compte. On a au moins une personne. On a plusieurs personnes. OK. Bon. Super, merci pour vos réactions. Et bien, écoutez, on pourra en rediscuter individuellement sur si vous avez des interrogations, évidemment, là-dessus. Alors, on continue toujours sur cette thématique du recrutement efficace en 2025 avec l'un des éléments qui sont incontournables dans le process. On va faire un focus sur la promesse marque employeur, la fiche de poste, l'offre d'emploi et les éléments de non-discrimination qui sont hyper importants. Encore aujourd'hui.
D'ailleurs. Alors, la marque employeur, c'est quoi? La marque employeur, elle regroupe deux notions. Elle regroupe la notion d'identité employeur. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous êtes en tant qu'employeur, d'accord? Ce sont vos valeurs, c'est la culture de votre entreprise, votre vision et aussi vos pratiques RH. Vous voyez, là, en mode entonnoir. Quand on parle de culture d'entreprise, c'est vraiment de manière macro. Et puis, vos pratiques RH, c'est comment vous incarnez les ressources humaines dans votre entreprise. Et puis, l'autre notion, c'est l'image. L'image, c'est la perception pratico-pratique de votre identité. D'accord? Donc, c'est un ensemble qui est indissociable pour le coup. Et ça consiste, ces deux notions, à développer votre image entreprise en tant qu'employeur sur votre marché. Votre marché, ça va être qui quoi? Ça va être à la fois le marché des candidats, ça peut être votre marché client aussi, client final pour le coup. Il va aussi peut-être s'attarder sur ce que vous incarnez dans votre marque employeur. Et puis ça va être, et c'est la base, déjà vos collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise, puisqu'une fois qu'on les a recrutés, il faut essayer de les maintenir autant que faire se peut. Voilà. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi? Parce que vous allez retenir les collaborateurs, on vient de le dire, vous allez attirer des meilleurs candidats, d'autres candidats, possiblement, qui ne se seraient pas forcément attardés que sur votre offre d'emploi, pardon, mais ils vont vous rejoindre aussi parce que vous proposez vraiment une expérience, des conditions, des avantages certains. Et puis, ça va vous permettre d'augmenter votre CA, des meilleurs collaborateurs, peut-être plus efficaces, une reconnaissance de la part de vos clients finaux sur vos engagements, eh bien, évidemment, vous allez, à travers cet ensemble-là, augmenter normalement votre chiffre d'affaires et assurer la croissance de votre entreprise. Alors, ici, sur cette slide, je vous mets en lumière les 5 leviers pour optimiser votre attractivité. Donc, vous avez ce qu'on appelle la promesse employeur. C'est parler de l'intérêt et du sens des missions que vous proposez, de les expliciter. On ne va pas tout redétailler, d'accord? Tout ça, vous l'aurez sur le support qui vous sera envoyé. Dedans, on peut retrouver, proposer un package salarial cohérent. On est en haut à gauche, si vous voulez suivre, promesse employeur. Vous avez également le fait de cultiver la marque employeur, ce qu'on vient très brièvement de voir. Donc, c'est quoi? C'est rendre visible et attractive votre entreprise sur Internet, à travers des salons, des forums. C'est pas que en ligne pour le coup, d'accord? Et c'est un travail de fond. La promesse, la marque employeur, c'est de l'investissement de temps à un moment donné pour identifier c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma culture d'entreprise, ce sont quoi mes atouts différenciants. Ok, j'investis du temps pour les identifier, pour les travailler, pour les mettre en valeur. Et après, c'est un marathon, d'accord? C'est un travail de fond. C'est pas un sprint pour le coup, d'accord? Là-dedans, on va aussi mettre le fait de professionnaliser son recrutement, donc bien définir le besoin. On va revoir encore une fois tout ça un tout petit peu plus tard, de diversifier les canaux de recrutement, de ne pas finalement avoir toujours les mêmes, puisque un canal va être très adapté pour un certain poste, un certain métier. Vous le voyez tous les jours, puisque vous recrutez certainement plusieurs fois dans l'année. Et puis, d'autres canaux ne le seront pas à l'instant T, d'accord? Donc, moi, je conseille toujours de ne pas avoir 10 sources, 10 canaux de recrutement. Vaut mieux en avoir 3, 4, allez, 5, grand maximum, mais bien les travailler, bien les identifier pour que ce soit moins chronophage et surtout plus adéquate, évidemment. Être clair sur le process de recrutement, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dès le brief, on va en parler juste après. Qui dit recrutement, dit à un moment donné intégration, faciliter l'intégration. Donc, proposer déjà un cours personnalisé. On essaie souvent de faire des généralités dans le parcours d'intégration et malheureusement, c'est là où quand on ne va pas l'adapter et le personnaliser par rapport aux besoins de la personne, eh bien qu'on va perdre des personnes en cours de route pendant la période d'essai ou après sur des départs qu'on n'aurait pas imaginé. Donc, bien préparer le parcours d'intégration d'une manière personnalisée avec des formations en interne, des observations en binôme, des formations peut-être en externe. Prendre le temps, en tout cas, de se dire, voilà, le candidat, au regard de son profil, il va passer par cette étape. Et puis, on va faire des points réguliers aussi pour avoir du feedback et réajuster, si besoin, dès que possible. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne pense pas toujours, c'est aussi dans l'attractivité de votre entreprise, l'attractivité de votre territoire. Peu
propose aujourd'hui votre territoire géographique comme atout différenciant par rapport, je sais pas, au 94. Vous voyez, qu'est-ce que dans le Sud 77, on a de mieux, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on a à proposer pour les candidats qui pourraient venir s'installer, ou en tout cas rester dans le Sud 77 pour rejoindre l'entreprise. C'est un ensemble de choses, finalement, si on résume. Alors, des outils pour challenger vos facteurs d'attractivité, eh bien, c'est quoi vos points forts, d'accord? Ça peut être votre communication RH qui va donner envie. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ça, d'accord? Ça peut être votre processus, une expérience candidat soignée. C'est peut-être court, et puis si c'est pas court, c'est peut-être les étapes qui composent votre parcours d'entretien. Ça va être, voilà, on fait venir le candidat une demi-journée, il va rencontrer physiquement parlant le professionnel RH, puis le N+1, et puis on va peut-être lui faire une mise en situation pratico-pratique aussi, et comme ça, on ne le fait pas venir 3 fois, vous voyez, dans son expérience candidat. Voilà, il est engagé, en tout cas, dans quelque chose qui est concret et soigné. Il y a plein d'autres choses, parcours d'intégration, les perspectives d'évolution, l'ambiance de travail, le type de management. Est-ce que ça va être aussi des atouts autour des conditions de travail, et typiquement des horaires, du télétravail, que sais-je? Vous aurez toute la liste. Et donc tout ça, c'est à lister. Et qu'est-ce qu'on met en avant? D'accord? Il y a des choses qu'on met en avant dès l'offre et des choses qu'on va plutôt raconter pendant l'entretien de recrutement. On ne met pas tout sur le même support, on essaie d'étaler. C'est comme une série en plusieurs épisodes. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors, éviter piège et erreur, ne pas impliquer toutes les parties prenantes. On n'est pas seul quand on est RH dans l'entreprise. C'est hyper important d'avoir le concert de la direction et surtout des managers, puisque ce sont les managers en local, en proximité dans les services qui vont incarner aussi cette posture, cette culture, ces valeurs de l'entreprise, du service, de l'équipe. Donc c'est hyper important. Oubliez des cibles. Dans les cibles, on a toujours les candidats, les clients finaux, et aussi et surtout, de prime abord, les collaborateurs en interne. D'accord? La marque employeur, elle doit vivre. C'est un travail de longue haleine. C'est de l'investissement temps à l'instant T, mais après, c'est un travail de longue haleine. Aussi, un autre conseil, ne copiez pas les entreprises, que ce soit les entreprises concurrentes. Par contre, allez glaner des informations. C'est pas toujours évident parce qu'on peut manquer de temps parfois pour aller faire ce travail d'investigation de ce qui se fait et ce que je pourrais moi retranscrire. Mais voilà, vraiment incarner ce que vous allez proposer dans votre marque employeur. S'ouvrir sur l'externe avant de s'occuper de l'interne. Si vous devez faire un audit, en tout cas un diagnostic de aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en place, quels sont mes atouts, c'est ce qu'on a en place, c'est en premier lieu, c'est le premier diagnostic à faire, la première étude. L'APEC peut vous accompagner, je peux vous accompagner pour faire le diagnostic de votre marque employeur aujourd'hui, avec un plan d'action personnalisé évidemment, donc n'hésitez pas à me solliciter pour ça. Ne pas aligner les marques employeurs avec la marque commerciale, c'est un ensemble encore une fois. Dans les cibles, on a les clients finaux. Il y a des choses qu'on va évidemment différencier en fonction de la cible, mais ça reste une cible. Et ne pas être présent sur suffisamment de canaux, voire même les mauvais canaux, d'accord? Ça, c'est hyper important de bien identifier vos cibles et quelles sont leurs attentes. Parce que, encore une fois, peut-être que le voisin, peut-être que le concurrent, il utilise un outil, un site, et peut-être que finalement, vous, c'est pas du tout votre cible ou pas la priorité. D'accord? Voilà. Alors, une fois qu'on a parlé brièvement, je vous l'accorde, parce que j'anime un webinaire, un web atelier, d'échange de pratiques sur la marque employeur et que sur la marque employeur pendant 1h30. Donc, vous voyez, là, pendant 1 heure, on va avoir plusieurs thématiques. Donc, encore une fois, vous pouvez me solliciter pour aller un petit peu plus loin. Après avoir vu les grandes lignes de la marque employeur, la promesse, l'identité employeur, quand on parle de recrutement, la base, c'est la fiche de poste. La fiche de poste, c'est quoi? Alors déjà, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est hyper importante parce qu'elle va ensuite faire ressortir toutes les autres étapes. D'accord? C'est vraiment la base de tout le reste. Donc, c'est un document qui va formaliser les informations factuelles sur le poste, la fonction, les missions que vous allez avoir à recruter in fine. Elle contient plusieurs éléments à minima, et évidemment l'intitulé
du poste, le statut de la personne qui occupe cette fonction-là, sa position dans l'organigramme, le rattachement hiérarchique, les conditions de travail, le lieu, les horaires, le rythme, que sais-je, toutes les spécificités des conditions de travail. On va retrouver également dans la fiche de poste les missions et les responsabilités et l'objectif du poste, j'aurais pu le rajouter, pardonnez-moi. Et puis, évidemment, les compétences techniques et les aptitudes humaines requises, celles qui sont à la fois prioritaires et celles qui sont secondaires, d'accord? Et c'est là, quand vous allez avoir un poste à pourvoir, une offre à diffuser, un brief de poste à faire, vous allez pouvoir reprendre la fiche de poste, qui est celle que vous mettez dans les contrats de travail, pour le coup, la fiche de poste. C'est pas l'offre d'emploi. Vous allez pouvoir reprendre avec le manager. Voilà, la fiche de poste pour le chef de projet MOA, elle stipule en priorité cette compétence technique-là. Est-ce qu'on est toujours OK aujourd'hui ou est-ce que finalement c'est celle-ci qui est en priorité? Voilà, de réajuster toujours au regard de l'environnement de travail à l'instant T. Voilà. Je vous ai mis un exemple sur la prochaine slide de fiche de poste. Vous avez déjà certainement une base. Encore une fois, c'est un exemple, d'accord? Je ne la relis pas, puisque c'est ce qu'on vient de voir dans les grandes lignes juste avant, mais vous l'aurez sur le support pour vous en inspirer, voire même pour la reprendre. Il n'y a aucun souci. D'accord? Alors, une fois qu'on a la fiche de poste, eh bien, la prochaine étape, ça va être de réfléchir offre d'emploi, évidemment. Pour recruter, ce qu'on va diffuser, c'est pas la fiche de poste, on la dissocie bien de l'offre, c'est vraiment une offre. L'offre d'emploi, elle reste aujourd'hui pour recruter incontournable. C'est toujours le premier moyen de pourvoir un poste aujourd'hui, que ce soit dans les TPE, PME et dans les grandes entreprises. TPE, PME, c'est dans la colonne de gauche et les grandes entreprises, c'est dans la colonne de droite. L'offre d'emploi pour plus de 8 recrutements sur 10. On a ensuite le réseau de contact et les réseaux sociaux. On a d'autres manières de recruter, vous les voyez après, approche directe, candidature spontanée, CVTech, cooptation, etc. C'est une étude qui est générale, c'est-à-dire que possiblement dans votre entreprise, pour certains postes, ça va être systématiquement effectivement l'offre d'emploi, et puis pour d'autres typologies de postes, ça va être systématiquement un autre moyen de recruter. Mais de manière globale, générale, toutes fonctions confondues, l'offre d'emploi reste incontournable, d'où l'importance de bien la travailler. Et je vais essayer de vous donner quelques clés pour bien la travailler. Alors, avant vraiment de rentrer dans la rédaction de l'offre d'emploi, l'importance du brief du poste. On a vu tout à l'heure, on a la fiche de poste qui est dans nos process RH, dans nos outils et documentation RH. On a un manager qui nous dit « Bonjour Cécile, j'ai besoin de recruter un chef de projet MOA pour après-demain. Qu'est-ce que tu me proposes comme candidat ?» Non. Eh bien, écoute, Paul, on va faire déjà un brief de poste ensemble pour connaître l'origine du recrutement dans l'entreprise, pourquoi aujourd'hui on a besoin de recruter, c'est quoi le contexte aujourd'hui, quels vont être les acteurs et les décideurs du recrutement et les intervenants dans le process, c'est dans le comment du recrutement, les enjeux du recrutement pour l'entreprise aujourd'hui et l'échéance cible du poste, d'accord, du recrutement, pardon. Ça, c'est les grandes lignes du brief, ok ? Ça va plus ou moins vite. On n'a pas besoin d'une heure pour ces 5 questions-là, d'accord ? Par contre, on va avoir besoin d'un peu plus de temps pour rentrer dans le vif du sujet, du brief du poste. Parce qu'il y a plusieurs questions à aborder, plusieurs thématiques à aborder. L'intitulé du poste. L'intitulé du poste, il peut être très limpide dans votre entreprise parce que c'est votre usage, c'est votre jargon. Mais quand on le transpose sur le marché du travail, parfois, il n'est pas compréhensible ou ça ne veut pas dire la même chose, d'accord ? D'où l'importance de bien travailler l'intitulé du poste pour le marché du travail. Je ne dis pas de revoir l'intitulé dans votre entreprise en interne, d'accord ? Mais en tout cas, pour diffuser une annonce, il va possiblement falloir retravailler l'intitulé. Est-ce que ça va être à travers des synonymes, à travers des mots-clés, d'accord ? Peut-être. Il va falloir travailler aussi dans le brief du poste, pourquoi nous rejoindre ? Facteur d'attractivité. Vous, en tant que RH, vous avez un certain nombre d'éléments déjà en tête, mais il y a aussi la partie service. Qu'est-ce que le manager peut mettre en avant dans le service, dans son organisation, dans son management ?
qu'est-ce qui peut faire ressortir pour mettre en évidence ces informations-là, cette histoire à raconter sur l'offre d'emploi. Ça peut être aussi de parler de la démarche RSE, l'implication dans la TR2E, transition écologique, énergétique, environnementale, on peut mettre 3 E aussi, les raisons du recrutement. Évidemment, dans le brief du poste, on va identifier 3 ou 4 missions principales pour le poste, ça peut être un petit peu plus évidemment, mais on n'est pas sur une liste à l'après-vert non plus, hein, d'accord? Vaut mieux en choisir 3, 4, 5 missions principales, mais de les contextualiser, de dire voilà, vous serez en charge de ceci pour cela, d'accord? C'est ça, de contextualiser. Évidemment, dans le brief du poste, on va faire le point sur les compétences attendues, celles qui sont prioritaires, non négociables, et puis celles qui sont secondaires et donc négociables, pour justement réajuster au regard des candidats qu'on va recevoir et qu'on va shortlister à un moment donné. Dans le brief du recrutement, du poste, pardon, on va aussi aborder les composantes de la rémunération. Et là, c'est intéressant aussi de dire c'est quoi le minimum, c'est quoi le maximum, mais à qui on donne le minimum, à qui on donne le maximum dès le début. Vous voyez, comme ça, on ne se retrouve pas en fin de process de recrutement, dans la partie négociation, choix du candidat. Ah, mais là, il négocie, mais oui, mais finalement, ça ne rentre pas du tout dans ce qu'il est possible de faire. Donc, tout ça, ça va ensemble, ça va. C'est le manager et le RH avec sa grille, et puis le manager avec son équipe, c'est de trouver le bon consensus certain pour le candidat, les candidats qui seront shortlistés dans les composantes de la rémunération. Vous voyez, on a tout ce qui peut être prime, la mutuelle si elle est prise en charge au-delà du minimum légal, les tickets restaurants également, on va plutôt parler de la prise en charge. La mutuelle, ça peut être aussi la typologie de mutuelle. Vous voyez, c'est une mutuelle prise en charge, familiale prise en charge à 80%. C'est hyper intéressant de le valoriser sur l'offre d'emploi. Les mots-clés spécifiques de la recherche, les conditions de travail, la qualité de vie et les conditions au travail, le parcours d'intégration, tout ça, c'est des éléments à aborder pendant le brief du poste. Ça dure une bonne demi-heure pour le coup, pour que ce soit propice pour la suite du processus de recrutement. Pensez-y, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites déjà, sinon de tenter, d'essayer et de réitérer. Voilà. Alors, ne pas perdre de vue le cadre légal, 25 critères de discrimination qui sont interdits évidemment par la loi, l'âge, le sexe, les mœurs, l'activité syndicale, etc. Il y a tout est listé sur les pictogrammes à gauche. Et puis quelques conseils à droite que je vous laisserai le soin de relire à tête reposée si vous avez un doute sur les éléments de discrimination, de non-discrimination. Voilà. Alors, les incontournables de la rédaction de l'offre d'emploi, c'est quoi? C'est les 3 parties qui sont toujours les mêmes. La description du poste à pourvoir, la description du profil recherché et la présentation de l'entreprise. D'accord? En fonction des sites que vous utilisez pour diffuser vos offres d'emploi, parfois ça va être la présentation de l'entreprise en premier, parfois pas. Voilà, il n'y a pas d'ordre forcément, mais en tout cas, les 3 parties, elles sont là avec ce qui les compose en dessous. Si vous avez des doutes, comme ça, vous pourrez vous y référer. Alors, l'offre d'emploi, c'est le premier canal de communication. C'est souvent et encore plus pour les jeunes générations. Donc, quand je dis jeunes générations, c'est particulièrement les Z, mais aussi la fin de la génération Y. Ils vont pas vous connaître parce qu'ils auront été premièrement sur votre site internet. Ils vont vous connaître à travers une offre d'emploi, une opportunité à saisir. D'accord? D'où l'importance de travailler au-delà des missions, pourquoi nous rejoindre, les avantages, etc. etc. Il y a quelques exemples dans les encadrés à droite sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour parfaire ces différentes parties. Faire la différence avec des attentes de candidats qui ont évolué, qui bougent. Le minimum à fournir aujourd'hui aux candidats, c'est certes les compétences recherchées, la partie profil recherché, mais c'est aussi des éléments de contexte, finalité du poste, les activités, les objectifs. Vous voyez, au-delà des missions, j'ai envie de vous dire, si on recrute un chef de projet MOA, que ce soit dans l'entreprise X ou dans l'entreprise Y, dans les missions principales, ça va être relativement la même chose, d'accord? En revanche, ce qui fera la différence aussi, c'est l'objectif final de pourquoi on recrute un chef de projet MOA dans cette entreprise-là particulièrement, pour ce service-là, pour cette finalité-là, d'accord? Donc, vous voyez, c'est des éléments de contexte, conditions de travail, etc.
Les informations sur la projection des candidats, c'est l'une de leurs attentes. Aujourd'hui, ils apprécient avoir des perspectives d'évolution euh, écrites, données dès l'offre d'emploi, d'accord? Même s'il y a, voilà, les jeunes générations aujourd'hui, comment dire, sont peut-être plus volatiles que les anciennes, quand elles se plaisent et qu'elles sont embarquées dans une histoire dans l'entreprise, elles n'hésitent pas à partir, d'accord? Elles n'hésitent pas, pardon, à rester, justement. Hein, pardon. Les informations déterminantes pour déclencher la candidature, c'est la base finalement ces deux premières parties-là. Euh, Pourquoi on va cliquer sur postuler? C'est parce qu'on a un process de recrutement et d'intégration qui est limpide. Sur apec.fr, vous avez un encart en plus des 3 parties obligatoires, un encart qui s'appelle processus de recrutement. N'hésitez pas à vous en emparer pour pouvoir indiquer que voilà, le candidat, dans ce process, il va rencontrer le responsable de service pendant 1 heure sur place pour parler de telle chose, et puis il reverra le professionnel RH sur un délai de 30 minutes pour aborder les éléments contractuels, que sais-je, d'accord? Mais en tout cas, vous pouvez vous en emparer. Plus vous allez raconter une histoire à ce niveau-là, moins les candidats seront déçus ou inquiets ou sur la défensive avant de postuler. Voilà. Je vous ai mis tout en bas aussi de cette partie-là. N'exigez pas la lettre de motivation. Aujourd'hui, on va préférer un entretien, un pré-entretien téléphonique ou visio pour éclaircir les motivations du candidat plutôt que la lettre, puisque souvent la lettre aujourd'hui, elle est copiée-collée d'Internet et encore plus maintenant avec l'IA, elle est copiée-collée de l'IA. Donc il n'y a pas franchement d'intérêt pour vous à la lecture pour la lettre de motivation. En revanche, si vous avez besoin de vérifier les capacités rédactionnelles, les qualités rédactionnelles pardon, et orthographiques des personnes, vous pouvez avoir dans le cadre du process une étape de test ou de mise en pratique avec un cas pratique par exemple. Au-delà du cas pratique pour voir, je sais pas, l'autonomie de la personne et sa capacité de réflexion, eh bien vous allez aussi vérifier les qualités rédactionnelles du candidat. Donc c'est pour moi plus intéressant qu'une lettre de motivation. Voilà. Alors, en partie, dernière partie. C'est vrai que voilà, on a parlé encore une fois brièvement de la fiche de poste, de la marque employeur, l'offre d'emploi. Hem, de plus en plus, on a besoin d'aller chercher les candidats aujourd'hui parce que soit ceux qu'on a reçus ne correspondent pas, sinon possiblement on n'en a pas reçu. Et c'est vrai que c'est une autre posture. C'est pas quelque chose qui est forcément inné quand on ne l'avait pas connu jusqu'à présent. Donc là, on va revoir ensemble cette partie-là sur le sourcing. Donc l'importance du sourcing en 2025, c'est justement pour éviter de rencontrer et de rester malheureusement sur la ligne de départ par rapport à nos concurrents. Il y a 4 catégories de CV Tech. Vous avez celles qui sont généralistes et gratuites, en haut à gauche. Donc, on a la CV Tech de France Travail et la CV Tech de l'APEC. Donc, c'est les 2 seules gratuites qui sont généralistes. Et la 3e qui est gratuite, c'est celle qui est spécialisée pour les profils en situation de handicap. Donc, la CV Tech de l'AGFIP. D'accord? Donc, à gauche, c'est ce qui est gratuit. Et à droite, c'est ce qui est payant. D'accord? Donc, vous utilisez certainement déjà certaines CV Tech, voire même certains sites pour diffuser vos offres d'emploi. Le tout, c'est de bien négocier vos contrats avec ces prestataires privés et payants, de demander à faire des tests, hein, parce que j'ai beaucoup de retours d'employeurs, hein, d'entreprises, sur le fait qu'ils sont finalement déçus une fois qu'ils ont signé. D'accord? Donc, la partie de négociation, elle est hyper importante. Donc ça, vous pourrez reprendre évidemment à tête reposée si vous avez besoin d'éclaircir, d'approfondir l'intérêt que vous avez pour certains sites, certains outils. Alors, quand utiliser les CV Tech? Ça peut être avant de publier une annonce, d'accord? Parce qu'on sait peut-être pertinemment que si je diffuse une annonce, il n'y aura pas de candidat pour ce métier-là. Et donc, voilà, je peux. De manière générale, quand on va utiliser une CV Tech avant de publier une annonce, c'est pour explorer le marché potentiel, de se dire est-ce que je vais trouver des candidats sur ce métier-là. Ça va vous permettre aussi d'adapter votre communication sur l'offre d'emploi, à travers l'offre d'emploi, pour identifier les bons mots-clés.
Encore une fois, on a souvent notre jargon interne, dès l'intitulé du poste, mais aussi à travers toute l'offre d'emploi. Et donc, d'aller un petit peu glaner des informations sur les profils qu'on pourrait identifier pour ce métier-là. On va aller chercher des mots-clés, des groupes de mots-clés pour les inclure dans l'offre d'emploi et capter ces candidats qui nous intéressent quand on va les sourcer. Vous allez pouvoir aussi ajuster votre besoin, évidemment, au marché, c'est ce qu'on vient de se dire, d'anticiper des difficultés éventuelles, d'accord, de confronter rémunération proposée et prétention de rémunération, d'accord, de salaire, pardon. Vous pouvez évidemment utiliser la CVTech pendant la diffusion, en parallèle de la diffusion d'une annonce, pour élargir votre sourcing. Donc, élargir le sourcing, c'est quoi? C'est élargir les candidats, élargir les potentiels candidats, Vous allez aussi diversifier les profils, puisque vous avez des personnes qui vont s'attacher à postuler et uniquement postuler à des annonces, mais qui ne vont pas être présents sur des CVTech. En l'occurrence, diffuser une annonce et sourcer en même temps, eh bien, vous allez compléter les profils que vous allez pouvoir capter. Et vous allez réduire la concurrence, puisque vous allez normalement gagner un certain temps. Avant, il y a encore, en tout cas moi quand je recrutais, il y a encore 8 ans maintenant, ça commence à dater, on était pour beaucoup de postes plutôt sur une logique de je diffuse et je verrai, d'accord? Aujourd'hui, pour beaucoup de postes, il faut faire les deux en même temps. Il faut pour gagner du temps et en efficacité. C'est aussi ça le recrutement efficace en 2025. Après la diffusion, eh bien, ça vous permet de rattraper un échec de recrutement, un échec de sourcing. Il n'est jamais trop tard, hein. De toute façon, le poste, il est toujours à pourvoir. Vous allez aussi maintenir une veille, recevoir des nouveaux CV, et donc vous constituez un vivier ou plusieurs viviers. Le plus dur, dans le cadre d'un vivier, c'est de le maintenir à jour. Et donc ça nécessite de l'investissement temps. Mais en tout cas, vous pouvez avoir quand même une petite réserve de CV et de profil pour contrecarrer une difficulté à un moment donné. Sans publier d'annonce, c'est possible. J'en ai un tout petit peu parlé quand on a abordé avant de publier une annonce. C'est plutôt avoir une posture d'approche très ciblée, très spécifique, gagner en temps, toucher des personnes, des candidats qui ne sont pas en recherche active. Ils ont mis à un moment donné leur CV, leur profil sur apec.fr, sur LinkedIn, sur France Travail, sur que sais-je. Et puis, voilà, c'est pas leur activité première que de rechercher un emploi peut-être. Et donc, vous allez pouvoir prendre le pas sur ces personnes-là. Trouver des perles rares, alors oui, mais évidemment, d'aller les chercher sans qu'il n'ait demandé quoi que ce soit, eh bien, vous allez pouvoir possiblement avoir tout pile la personne que vous recherchez, contacter des candidats rapidement, de manière confidentielle. Et ça, c'est évidemment un exercice certain. Comment les aborder? Et c'est ce qu'on va voir juste après, c'est que certes, c'est un travail de fourmi que d'aller identifier les candidats, mais c'est comment on les aborde. Voilà. Comment on les aborde? Eh bien, oups, j'étais un tout petit peu trop vite et j'ai perdu ma slide. Alors, comment je les aborde? Je l'ai mis un tout petit peu plus tard. La manière de les aborder, voilà, c'est une technique. Alors, si on est sur LinkedIn, ça va être une messagerie très instantanée et donc, on va pouvoir mettre, par exemple, le lien de l'offre d'emploi et puis de dire pourquoi, surtout, on a identifié le profil. C'est pour telle compétence clé que je vous ai identifiée et je vous propose de parcourir l'offre d'emploi qui me semble en adéquation avec votre profil. On pourrait en discuter ultérieurement, par exemple, voyez. Et puis après, sur une CVTech plus classique, où là, on a un système de mail ou de prise de téléphone, et bien là, c'est à vous aussi de l'adapter par rapport au message que vous voulez faire passer. C'est pas toujours évident l'approche. Là, il vaut mieux se focaliser sur la personne que sur votre besoin. Je sais que votre besoin, vous avez à le pourvoir tout de suite maintenant, voire même pour hier, mais il faut se focaliser sur le candidat, sur pourquoi je vous ai identifié vous, plus que votre voisin. Alors, un focus aussi dans le sourcing des candidats sur la recherche par mots-clés. Avant de parler opérateur booléen, etc., on pourra en discuter de manière individuelle.
déjà, quand on fait du sourcing, pour trouver les bons candidats, utiliser les bons mots-clés de votre offre d'emploi, c'est déjà très pertinent, d'accord? Donc, les mots-clés dans votre offre d'emploi, vous les avez travaillés dès le brief du poste, dès la fiche de poste finalement. Et donc, plutôt que tout de suite taper chef de projet MOA, ça peut peut-être être projet MOA international. Vous voyez, ça va être ce type de mots-clés-là. Vous avez 2 outils avec des liens que je vous ai mis sur cette slide-là pour trouver des synonymes. Vous les connaissez peut-être déjà. Et vous avez également la possibilité d'utiliser les fiches métiers de l'APEC. Elles sont disponibles sur notre site internet et elles sont faites avec une partie précise sur les autres intitulés utilisés pour le poste recherché et aussi efficace et pertinent, c'est important. Contrôle de référence, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est toujours utilisé. Et puis, l'assessment. L'assessment, c'est une journée, une demi-journée, plusieurs journées sur des cas pratiques, des entretiens, une observation collective de la posture du candidat pour identifier d'autres traits de personnalité. Voilà, sur les soft skills. Alors, le candidat, voilà, avec toutes les étapes qu'on a vues, le candidat, il a accepté votre proposition de contrat, particulièrement la condition salariale, mais il faut évidemment réfléchir au parcours d'intégration parce que possiblement, il coche toutes les cases, donc il va peut-être avoir besoin d'un parcours d'intégration peut-être un petit peu plus léger, mais possiblement, il n'a pas toutes les cases. Et donc, il va falloir là personnaliser un parcours d'intégration en fonction de ses besoins. Il va faciliter le parcours d'intégration, l'adaptation à la culture de l'entreprise, c'est pour ça qu'il est systématique le parcours d'intégration, même si la personne, elle a tous les critères, d'accord? Parce qu'il y a au moins cette partie-là. Il va favoriser la compréhension du poste et des responsabilités. Il va renforcer le sentiment d'appartenance et d'intérêt de la personne pour l'entreprise, la culture d'entreprise de prime abord, et puis du poste in fine. Il va faciliter les relations interpersonnelles. Évidemment, quand on sait qu'on est attendu aussi bien nous en tant que candidat qu'en tant que collaborateur, on attend un collègue, eh bien, on se prépare, en tout cas au moins mentalement, à accompagner, échanger avec un nouveau collègue. Il va permettre d'accélérer l'acquisition des compétences nécessaires et aussi, normalement, réduire le taux de rotation du personnel avec le sentiment d'appartenance et d'intérêt de la personne. Alors très concrètement, il y a 3 étapes. Généralement, dans le parcours d'intégration, il y a tout ce qui va se passer avant. Eh bien, dans le avant, on va partager l'information aux équipes concernées. Un mail, une réunion de service, une photo de la personne qui va nous rejoindre. Ça, c'est encore plus vrai pour les entreprises où il y a plusieurs services, où ça va être dense comme ça. Si on croise le nouveau collaborateur, le nouveau collègue le jour J, on ne se posera pas trop la question de qui est-ce que c'est. On peut le faire à travers un mail, on peut le faire à travers un tableau d'affichage. On peut le faire sur les deux. Le tout, en tout cas, c'est d'informer les équipes concernées par l'arrivée d'un nouveau collègue. Régler les détails administratifs. Qu'est-ce qu'on doit remettre à la personne avant? Est-ce que c'est un plan d'accès? Est-ce que c'est un badge pour le parking? Est-ce que ça va être aussi tout ce qui est matériel, donc envoyer le matériel si c'est pas sur place, les accès, tout tester à l'avance. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, puisqu'on n'a pas mené d'études à l'APEC pour ça, mais il faudrait que je regarde s'il y a une étude sur Internet là-dessus. Combien de collaborateurs arrivent et le premier jour n'ont pas encore leur matériel? Ça, c'est compliqué. Alors, dans le parcours d'intégration, quand c'est le cas, parce que parfois c'est un indépendant de notre volonté et du service IT, dans ce cas, il faut prévoir dans le parcours d'intégration des éléments où on n'a pas besoin du matériel informatique et d'accès en tout cas. Identifier un parrain volontaire et fixer des créneaux bien définis pour faire des points d'étape dans le parcours d'intégration. Le marrainage marche très très bien avec quelqu'un du service, quelqu'un du même métier, mais ça peut être aussi un binôme, une personne qui n'est pas du service pour toute la partie plus logistique, culture d'entreprise. D'accord? Why not? Envoyer la documentation d'accueil et le déroulement prévu du jour J, comme ça le candidat
le collaborateur, pardon, on l'a trouvé, le candidat, et maintenant il est collaborateur, et bien le jour J, il ne découvre pas. Comme ça, voilà, il est prêt, il sait à quoi s'en tenir, et annoncer l'arrivée au futur collaborateur du service concerné. Le jour J, le premier jour, appeler, voir le candidat en tant que RH, là, c'est la posture du RH. Alors, dès la première heure, je l'ai mis entre parenthèses, parce que parfois c'est le cas, parfois ça va être en fin de journée, mais en tout cas de caler un temps d'échange RH sur les process, peut-être la remise du contrat d'ailleurs, ça peut être intéressant que le contrat soit remis par une personne du service RH pour en profiter et expliquer quelques informations RH. Et ça rythme aussi la journée. Présenter le planning et vérifier le bon fonctionnement des outils et des accès, remettre et paramétrer le matériel, possiblement. Alors paramétrer normalement, c'est déjà fait, mais on ne sait jamais. Annoncer publiquement l'arrivée. On a préparé, on a informé de l'arrivée, mais là, la personne, elle est là. Donc, si on lui fait visiter les locaux, eh bien, on va annoncer publiquement son arrivée. On va présenter son parrain, sa marraine, son binôme, la mission et l'intérêt d'avoir un parrain et les collaborateurs clés qui vont être en interaction avec la personne, le nouveau collaborateur. On va laisser de l'autonomie pour la lecture de la documentation dès le premier jour. Ça, c'est important et pas forcément à la fin de la journée. Ça peut être par exemple au retour de la pause déj. Vous voyez, ça fait une pause. Il y a eu la matinée, il y a eu la pause déj, il y a eu beaucoup de visuellement de personnes qui sont passées devant les yeux du nouveau collaborateur, un nouveau vocabulaire, c'est important de laisser le temps pour assimiler. Voilà. Fixer un point en fin de journée pour débriefer, et puis après, tous les points qui vous sembleront importants et de manière régulière. Ça peut être un point, une demi-heure toutes les semaines, soit en début, soit en fin de semaine. Ou au milieu de semaine d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, pour prendre les retours d'expérience du collaborateur et éviter qu'il s'interroge un message et je n'ose pas demander, j'ai pas envie de déranger. Et ça, vous voyez, ça peut être une démission, un départ silencieux. Voilà, éviter qu'il y ait des questionnements sans réponse. Et puis, tout ce qui va aussi se passer après, et je terminerai là-dessus, et on aura presque tenu le timing, fixer des points managers très réguliers, d'accord? Tout au long, hein, le jour J, mais aussi après pendant toute la durée du parcours d'intégration, et j'ai même envie de vous dire pendant toute la période de plein pouvoir du poste, dirons-nous, vous voyez, au-delà finalement de la période d'essai. Voilà. Remettre un rapport d'étonnement, ça peut être intéressant. C'est un petit peu d'investissement de temps. Le rapport d'étonnement, il va balayer plusieurs questions. Les premières questions, ça va être tout ce qui tourne autour du process de recrutement, les premières journées de la personne, son interaction avec le service et de manière plus globale. Vous pouvez faire des focus, vous pouvez évidemment le personnaliser, le rapport d'étonnement. Il faut être vraiment en posture de j'ai envie de travailler quelque chose dans mon process ou dans mes process RH. Faire un rapport d'étonnement, lancer un rapport d'étonnement pour lancer un rapport d'étonnement, il n'y a pas franchement d'intérêt, d'accord? Parce qu'encore une fois, quand on est collaborateur, quand on remplit un rapport d'étonnement, c'est que derrière, on s'attend à possiblement des actions correctives de la communication. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête. Au moins des points fixes avec le manager, avec les RH, des feedbacks, ça sera déjà super. Et puis, ça peut être intéressant, un moment convivial, célébrer la fin de la période d'essai. Parfois, on se rapproche de la fin de la période d'essai. On est collaborateurs, je pense qu'on l'a presque tous été dans cette situation. Et puis, je sais pas, la veille, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, voilà, on se pose des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Alors souvent, on a la réponse, si on n'est pas venu vers toi, c'est que tout va bien. Oui, mais vous voyez, le sentiment, il est pas partagé, vous voyez. C'est pas forcément inné. Et donc, ça peut être intéressant de dire, voilà, tout se passe bien au travers les feedbacks réguliers, les points managers réguliers. Et puis d'acter la fin de la période d'essai. Ça montre aussi l'engagement de l'entreprise envers le nouveau collaborateur pour des bons projets à venir. Ça y est, j'ai terminé. Je suis navrée, j'ai été très, 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 très vite. 1 heure, ça passe très vite. Je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions. N'hésitez pas, c'est le moment.